Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de l'établissement des règles et des conséquences logiques au sein d'une classe. Donc, on va parler de l'importance des règles, mais aussi des objectifs d'en mettre en place dans notre classe. On va parler de l'établissement, de la conception et de l'application des règles, et ensuite des conséquences logiques qui suivent le non-respect d'une règle en classe. On va aussi faire un lien avec différentes clientèles. L'objectif d'établir des règles, c'est de permettre d'avoir un climat de classe favorable excusez-moi, d'avoir un climat de classe favorable aux apprentissages. En effet, les règles nous permettent d'avoir des relations interpersonnelles entre les élèves et nous, et entre les élèves eux-mêmes, de meilleure qualité puisque chaque personne sait à quoi s'attendre et savent c'est quoi les conséquences associées. Le respect des autres et de l'environnement fait partie de la majorité des règles. En plus, les règles nous permettent d'établir une routine avec nos élèves, ils savent à quoi s'attendre, puis ils savent quoi faire à quel moment. Avant même que l'enseignante rentre en classe, elle doit avoir une idée des règles qu'elle veut mettre en place. Elle doit se questionner sur ses valeurs, les approches qu'elle veut impliquer avec les élèves. Après ça, elle se fixe quelques règles de base qu'elle aimerait appliquer, en plus, puis des comportements qui la dérangent le plus, pour permettre l'établissement des règles écrites clairement et précis. Il faut garder en tête que notre règle doit avoir un objectif. Pourquoi qu'on veut pas que les élèves se lèvent en classe? C'est pour est-ce que c'est juste parce qu'on est habitué de ça ou c'est parce qu'on s'assure que les élèves aient une bonne compréhension puis qu'ils soient à l'écoute puis qu'ils ne dérangent pas les autres? Puis quand on est avec les élèves, il faut vraiment partager nos attentes afin de permettre aux élèves de savoir ce qu'ils doivent faire et pourquoi ils doivent le faire. OK. Donc, selon Barbeau, Montigny et Roy, l'établissement des règles se fait sous forme de 4 étapes. Donc, je vais vous les expliquer dans les prochaines diapositives qui vont suivre. La première étape, c'est de préciser le contexte. Donc, les règles sont établies selon les valeurs de l'enseignant. Donc, c'est certain que l'importance que l'enseignant va accorder à une règle, ça va être selon son bagage à elle puis ses valeurs personnelles. Les particularités du milieu, ils vont influencer les règles aussi, puisque c'est certain qu'il faut prendre en compte le code de vie de l'établissement. Puis, les règles sont adaptées à la clientèle. Donc, selon la classe qu'on va avoir, on va modifier nos règles pour s'adapter aux caractéristiques des élèves de notre classe. Aussi, selon Slavin, lui a déterminé des facteurs qui permettent de choisir des règles et des procédures plus efficaces. Donc, c'est plus précis. Il a nommé l'âge des élèves du groupe. Aussi, il y a le nombre d'élèves dans la classe, la matière enseignée, le type de situation d'apprentissage, la capacité des élèves à maîtriser leur comportement. Donc, comme je disais un petit peu avant, c'est important d'adapter selon les élèves dans notre classe. Le code de vie de l'école, les règles de la commission scolaire, la composition socio-culturelle de la classe, donc les principaux groupes ethniques qui sont dans la classe, les caractéristiques socio-économiques de la classe et les valeurs professionnelles et personnelles de l'enseignant. La deuxième étape, c'est de formuler les règles de façon positive et claire. Donc, utiliser des formulations positives en disant aux élèves ce qu'ils doivent faire et non ce qu'ils ne doivent pas faire ou ce qui est interdit. Donc, c'est important de vraiment y aller en leur disant ce qu'on s'attend d'eux et non ce qu'on veut pas voir d'eux. Être clair et précis dans la formulation pour qu'ils sachent exactement à quoi on s'attend. Puis, pour eux, dans le fond, ça va être plus facile à comprendre et aussi à respecter les règles. La troisième étape, c'est l'implication des élèves. Donc, c'est important dans ce processus-là que les élèves ils soient impliqués, puis que ce soit pas seulement l'enseignant qui décide de présenter les règles, puis de pas impliquer les élèves. Donc, l'enseignant, il va pouvoir présenter les règles, puis demander aux élèves de justifier, selon eux, pourquoi qu'on trouve important de respecter telle ou telle règle. Donc, les élèves, de cette façon-là, ils vont s'approprier plus facilement les règles, puis ils vont plus comprendre pourquoi ils devraient les respecter pour avoir un bon fonctionnement de la classe finalement. Donc, en les questionnant, ça va leur permettre de mieux comprendre. Puis, c'est important aussi d'utiliser le processus démocratique. Donc, c'est important que, dans le fond, tous les élèves soient vraiment concernés par le contrat qu'on va se fixer avec les élèves.
Donc, que tout le monde soit vraiment impliqué, chacun à leur manière, dans le contrat qu'on va se fixer avec eux. La quatrième étape, c'est les conséquences reliées au comportement inapproprié. Donc, l'enseignant, il doit prévoir des conséquences ou des pertes de privilèges liées au comportement des élèves. Donc, ça veut dire que il doit vraiment essayer que les conséquences ou les pertes de privilèges soient directement liées au comportement qui serait inapproprié des élèves. Donc, chaque règle doit prévoir une hiérarchie de conséquences. Donc, pour une transgression des règles qui serait plus importante, ben la conséquence peut être plus importante aussi. Donc, il peut avoir des conséquences plus graves, puis des conséquences moins graves. L'enseignant doit aussi prévoir des conséquences positives pour les bonnes conduites des élèves, afin de favoriser qu'il y ait un bon comportement, puis que ce soit positif le climat de la classe. Puis, il doit prioriser les conséquences constructives plutôt que les punitions. Donc, c'est important que les conséquences soient vraiment liées avec les comportements, que les règles qui n'ont pas été respectées, pour que les élèves, vraiment, ils ne voient pas ça juste comme une punition, puis qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont cette punition-là. Les principes dans la conception des règles. Il faut garder en tête que les règles ne doivent pas être trop nombreuses parce que si on vient avec beaucoup de règles, les élèves peuvent se perdre. Donc, on commence l'année avec 5 à 6 règles, les règles qui sont pour nous les plus importantes à appliquer. Puis on peut en rajouter au cours de l'année, mais on essaie de ne pas dépasser la majorité de 10. On essaye d'être démocratique avec nos élèves. Donc, on présente les règles, on peut les présenter, mais leur demander pourquoi que c'est important selon eux qu'ils lèvent la main pour parler. Puis là, les élèves donnent leur option. Est-ce que vous croyez que ça va être favorable pour la classe? Ça va-tu nous aider? Donc, on essaye que la prise de décision soit le plus possible avec les élèves. En plus, ça permet aux élèves de comprendre la raison de la règle, puis de se l'approprier, de se sentir près de la règle, puis de sentir que c'est logique, puis qu'ils doivent le faire. On peut les amener aussi à faire un contrat social. Il y a des enseignants qui font signer la feuille de règlement aux élèves ou une affiche que tous les noms des élèves sont autour. Il y en a d'autres que c'est juste un contrat non dit. L'enseignant s'attend à ça, puis les élèves savent qu'ils doivent respecter ces règles. Puis c'est fait en classe. Toutes les règles doivent être de façon claire et précise, puis qu'il y ait une conséquence associée, puis que la conséquence soit nommée avant même de l'action, pour que les élèves savent à quoi s'attendre. Donc, si je frappe un de mes amis, mais je sais que cette conséquence-là va venir tout de suite après, puis que ça sera pas selon la personne avec qui j'interviens, la personne avec qui est avec moi. Puis les conséquences vont s'appliquer directement le plus possible après le comportement parce que ça peut, avec des jeunes enfants, ça peut être difficile de leur faire questionner qu'est-ce qui s'est passé hier, pourquoi tu as fait ça. Donc on essaie que si on veut que la conséquence soit claire pour l'enfant, il faudrait qu'elle soit le plus possible après le comportement pour s'assurer que l'élève comprenne puis qu'après ça c'est fini. C'est pas parce que je t'ai donné une conséquence que je t'aime plus, mais que c'est fini. Le comportement y est réglé. Les caractéristiques d'une règle efficace, les règles doivent avoir du sens pour l'élève. Donc, comme j'ai dit tantôt, il faut que l'élève comprenne pourquoi cette règle-là est dans la classe, pourquoi je dois l'appliquer. Quand on fait la conception de nos règles aussi, on doit être souple parce qu'on doit s'attendre, les climats de classe peuvent changer, nos groupes, donc on doit avoir à l'affût que si on voit que notre règle ne fonctionne pas, elle est trop sévère pour ce groupe-là, ou ce groupe-là n'a juste pas besoin de cette règle-là parce qu'elle est appliquée, mais qu'on peut les modifier. Mais il faut s'assurer d'être cohérent puis pas les modifier à toutes les semaines non plus. Ils doivent dire le comportement attendu puis qu'elle soit positive parce que le fait qu'elle soit positive, c'est plus facile de l'élève de comprendre que c'est ça que l'enseignant veut. Quand on dit à l'élève ne cours pas, mais est-ce que tu veux que il y a des élèves qui vont utiliser leur sens de l'humour puis qui vont dire ben je cours pas, je saute sur place. Donc si on dit marche pour te rendre au local, mais c'est ce qu'on s'attend d'eux, donc c'est plus difficile à contourner le règlement. On doit être constant et cohérent pour s'assurer que les élèves il y ait une sécurité en face aux règles, qui savent que les règles qu'on va appliquer, ça va toujours être les mêmes, puis qu'ils savent pas si cette journée-là va être plus sévère ou moins sévère.
On doit favoriser les règlements pour favoriser un apprentissage pédagogique. Donc, les règlements sont là pour permettre à l'élève d'avoir des apprentissages puis de développer leurs compétences à l'école. Puis les règles doivent être équitables pour tous, ben pas équitables, elles doivent être les mêmes pour tous puis s'adressent à tout le monde. Les types de procédures sont inspirés par Davidson et Emer. Ici, on vous a fait une liste d'exemples de procédures, mais il y en a plusieurs autres. C'est-à-dire qu'on va commencer par les procédures liées au contexte général. Les deux exemples qu'on vous a donnés, c'est l'accès aux toilettes ou l'aide et la responsabilité. Par exemple, l'enseignante pourrait donner comme règle à un élève, à chaque fois qu'elle commence la matière, il doit aller fermer la porte. Donc ça serait une règle qui serait préétablie entre l'enseignante et l'élève. La deuxième procédure, c'est lié à l'utilisation des lieux et du matériel. On parle ici à l'accès au pupitre et aux aires de rangement des élèves, ainsi qu'à l'utilisation du matériel informatique. Par exemple, l'enseignante pourrait donner une règle comme quoi que les élèves ont le droit d'ouvrir leur pupitre seulement lorsque la matière est terminée ou lorsqu'elle a terminé de parler. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ouvrir leur pupitre lorsqu'elle enseigne une matière. La troisième procédure, c'est des procédures qui sont liées aux situations d'apprentissage collectives ou individuelles. On parle ici de l'attention de l'élève ainsi que la participation de l'élève. Par exemple, dans cette procédure, on pourrait, au niveau de la participation de l'élève, l'enseignante pourrait exiger une participation de l'élève une fois au moins durant la semaine, c'est-à-dire qu'elle motive son élève en lui donnant une règle. Aux activités en équipe. Les comportements à adopter en sous-groupe, la formation des équipes. Les comportements à adopter en sous-groupe, l'enseignante pourrait donner comme règle, comme quoi, lorsque les élèves travaillent en sous-groupe, ils doivent rester respectueux à leur place et ne pas crier. Donc, c'est une règle qui serait préétablie au niveau des activités en équipe. Puis finalement, la dernière procédure, c'est la procédure aux transitions, c'est-à-dire les déplacements en sortant de la classe, la routine en début et en fin de journée. Ici, un exemple de règle qu'on pourrait avoir, c'est que lorsque on se déplace pour sortir de la classe, on doit se placer en rang et rester dans le rang. Donc, c'est une règle qu'elle impose au niveau des transitions. Maintenant, ce qui est l'application des règles. On a dans le fond deux modèles d'application qui ont été dites. La première, c'est Walker et Walker. Dans le fond, pour formuler une demande à l'élève, la première chose qui est à faire, c'est vraiment de capter l'attention de l'élève. Pour capter l'attention de l'élève, on doit mentionner son prénom, avoir un regard visuel, puis demander, dans le fond, de cesser ou de commencer l'action. Par exemple, Jacques, pourrais-tu arrêter, s'il vous plaît, de jouer avec tes souliers? Ceci est un exemple pour capter l'attention de l'élève. Walker et Walker donnent une autre, dans le fond, formule de demande qui pourrait être faite. C'est orienter la conduite, c'est-à-dire dire une directive, bref et directe à la fois. Un contact visuel aussi, c'est très important pour formuler une demande à l'élève. Sans contact visuel, l'écoute de l'élève, l'attention ne sera pas là du tout. La troisième, au niveau de l'orientation de la conduite, c'est l'arrêt de l'intervention. Donc, par exemple, mange ta pomme. On regarde avec un contact visuel, puis on lui dit soit d'arrêter ou soit d'amorcer, dans le fond, l'action. Au niveau de l'application des règles de Royer et Fortin, la directive qui favorise, c'est la directive alpha. C'est-à-dire que c'est une requête qui est claire. Elle est précise et directe, puis on utilise, dans le fond, une règle à la fois. On n'a pas plusieurs règles, c'est simplement une règle. Puis, on exige une réponse dans un délai qui est raisonnable. Par contre, Royer et Fortin ont aussi une autre méthode qui est à éviter, c'est les directives bêta. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de demandes qui sont vagues, plusieurs consignes ou qui conduisent à la déobéissance. Comme le modèle alpha le suggère, c'est vraiment la meilleure façon pour l'application des règles, c'est vraiment des règles qui sont claires. Maintenant, je vais vous parler de l'application des règles et des conséquences liées. Tout d'abord, on doit comprendre qu'est-ce qu'une conséquence logique. Une conséquence logique, c'est une conséquence qui va être appliquée pour favoriser le bon comportement des élèves.
à l'encontre de la conséquence, on a la punition qui est, dans le fond, une action qui va être appliquée de façon plus négative. C'est-à-dire qu'à l'arrière, on n'a pas une arrière-pensée de favoriser le comportement de l'élève. La conséquence logique, elle présente un choix à l'élève. C'est-à-dire que l'élève a le choix de bien agir pour avoir un bon comportement. Elle est appliquée de façon menaçante. On pourrait voir la punition comme une action qui est menaçante puisque c'est vraiment pour punir l'élève, tandis que la conséquence logique est vraiment faite de manière à être non menaçante. Elle porte aussi aucun jugement de valeur. Un des avantages importants, dans le fond, de la conséquence logique, c'est qu'elle exprime la réalité de ce qui se produit dans la classe. C'est-à-dire qu'elle s'adapte vraiment à l'environnement de la classe, à ce qui se passe dans la classe. De plus, la conséquence logique doit être adaptée, dans le fond, en fonction du comportement de l'élève et de la récurrence du comportement. C'est-à-dire, un élève qui fait à maintes reprises une action, un mauvais comportement, la conséquence logique va être plus élevée, puis elle va être appliquée de façon différente, alors qu'un élève qui a une fois un mauvais comportement lui arrive, ben la conséquence logique va être différente. Les principes à respecter pour appliquer une conséquence logique, la première, c'est comme je vous ai mentionné plus haut, c'est de tendre à bannir la punition. C'est-à-dire que les punitions sont pas du tout bonnes pour un élève, puis l'élève va pas avoir un meilleur comportement vis-à-vis de la punition, puisqu'il n'aime pas la punition. On doit aussi prévoir et annoncer rapidement les conséquences logiques. C'est-à-dire qu'on doit absolument les lier aux règles de fonctionnement. On doit avertir les élèves des conséquences logiques qui peuvent être appliquées. Au niveau de la conséquence logique, on doit éviter de l'appliquer dans un moment d'émotion. C'est pas la place, c'est pas le moment pour le faire. Donc, on utilise une autre façon pour faire comprendre à l'élève que son comportement a été négatif. On doit aussi faire suivre le comportement de la conséquence logique. C'est-à-dire, après avoir appliqué la conséquence logique, on doit aller auprès de l'élève, lui expliquer pourquoi on a appliqué cette conséquence, quel mauvais comportement il a adapté et qu'est-ce qu'on peut faire pour bannir ce comportement. On doit d'ailleurs éviter de choisir des activités d'apprentissage comme conséquence d'un comportement. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à un élève « Ah, tu as eu un mauvais comportement, tu vas faire une copie. » Tu vas copier dans le dictionnaire le mot « comportement ». Cet apprentissage-là du mot « comportement » ne va pas être inculqué de la bonne façon à l'élève. On doit vraiment lui expliquer au niveau de la conséquence pourquoi on fait ça et ne pas lier les apprentissages avec cette conséquence. Donc, en résumé, il s'agit d'un procédé complexe qui est à recommencer à chaque année. Donc, l'application des règles, l'établissement des règles, c'est certain qu'il faut faire ça en début d'année scolaire. Puis, on doit bien les planifier et les enseigner aux élèves, comme on vous a mentionné plus tôt. Aussi, c'est important de commencer par établir des règles prioritaires au début de l'année, puis ensuite, au fur et à mesure que l'année avance, on peut en ajouter. Puis, on doit aussi rappeler les règles durant les premières semaines d'école. C'est certain que les élèves n'ont pas encore eu le temps de les intégrer, donc c'est important de souvent les rappeler pour être certaine que ce soit clair pour eux. Puis, la conséquence logique doit toujours être en lien direct avec le comportement qui est inapproprié. Donc, comme on vous a dit, que les punitions, c'est à bannir, mais on doit plutôt privilégier la conséquence logique. À la suite de la présentation qu'on vous a faite de l'établissement des règles et des conséquences logiques en classe, je vais maintenant faire des liens avec certaines clientèles qu'on peut retrouver en adaptation scolaire. La première clientèle, c'est les élèves en difficulté d'adaptation et de comportement. Ces élèves-là ont tendance à avoir des comportements, à essayer d'attirer l'attention des différents intervenants dans la classe en ayant des comportements perturbateurs. C'est pour cette raison que les règles établies doivent être claires et comprises par les jeunes, donc qu'ils soient vraiment capables d'associer que leurs comportements perturbateurs ont des conséquences, puis que c'est pas un bon moyen d'attirer l'attention de l'enseignant. La constance dans les interventions de l'ensemble des intervenants est vraiment primordiale parce que ça peut pas être un intervenant dit une chose, un autre intervenant dit un autre. Donc, l'enseignant et les différents intervenants qui sont dans la classe doivent dire la même règle et appliquer les mêmes conséquences parce que sinon, ça va pousser les élèves à tester les limites des différentes personnes avec qui ils sont en relation. La cohérence est aussi importante
parce que l'élève doit vraiment comprendre que son comportement est inacceptable au sein de la classe et que il va avoir une conséquence en fonction de son comportement. Cette conséquence-là, elle doit être logique pour que l'élève associe vraiment le fait que c'est moi qui ai fait le choix d'avoir ce comportement-là, alors j'ai la conséquence qui vient avec et non pas une frustration par rapport à la conséquence qui mènerait à une plus grande escalade. Donc, c'est vraiment important, par exemple, dans une classe où l'agressivité verbale n'est pas tolérée, ben elle n'est jamais tolérée et pour tous les élèves. Et à chaque fois qu'il y a une agressivité verbale, il y a la conséquence associée à ce comportement-là. La prochaine clientèle, c'est les élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme. Avec ces élèves-là, il faut que les règles et les conséquences soient clairement établies parce que ça permet aux élèves de se sentir en sécurité dans la classe, puis d'avoir une routine. Donc, ça crée un environnement prévisible, puis ça permet une meilleure gestion de leur comportement. Les jeunes qui vivent avec l'autisme, parfois, ils se retrouvent à être déséquilibrés par un changement à la routine. Donc, si les règles et les conséquences respectent un ordre et que c'est toujours les mêmes, on se retrouve à éviter des escalades dans le comportement quand ils vont recevoir leurs conséquences. La requête alpha est vraiment importante avec les jeunes autistes puisqu'ils doivent avoir une consigne à la fois puis que cette consigne-là soit claire. Si les consignes sont données dans le désordre, l'élève va juste retenir la dernière consigne et oublier tout ce qui venait avant. Donc, c'est pas productif, puis c'est pas la meilleure façon d'appliquer des règles et des conséquences. Donc, on donne les consignes dans l'ordre pour éviter d'avoir un mauvais comportement, puis d'être obligé de donner une conséquence. Avec eux, c'est encore plus important que la conséquence ait un lien direct avec l'action qu'ils ont fait. Par exemple, si un jeune boude alors qu'il serait supposé travailler, ben on doit dans le fond, on le retire, puis à un certain endroit, et le jeune, la conséquence d'avoir perdu son temps, ça va être de le reprendre. Donc, ça a un lien complètement logique entre le fait j'ai perdu du temps à faire mes travaux, ben je dois le reprendre. Et l'application de la conséquence doit se faire sur le champ. En autisme, même avec la plupart des enfants, mais plus précisément en autisme, la conséquence ne peut pas être donnée le lendemain, sinon elle n'a aucun sens, puis le jeune autiste ne va pas associer la conséquence à son manquement à la règle. Donc, c'est vraiment important. Alors, pour finir notre présentation orale, nous avons 2 questions à vous poser. En quoi est-il important de faire participer les élèves à l'élaboration des règles de la classe? Et la deuxième, qu'est-ce qu'une conséquence logique? Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'établissement des règles et des conséquences logiques en classe, vous pouvez vous référer aux 2 livres que nous avons utilisés pour faire la présentation.